Quelles sont les nouvelles influences internationales en Afrique alors que la France est sommée de quitter le Mali et le Burkina Faso? La Russie, la Chine multiplient leurs projets africains. On va en parler pendant 20 minutes avec nos deux invités. Niagale Bagayoko, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'African Security Sector Network. Vous êtes également politologue. Sonia Le Gourielec, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en sciences politiques à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille et l'autrice de ce livre Géopolitique de l'Afrique paru aux presses universitaires de France. C'est un que sais-je auquel je renvoie nos auditeurs. Intense activité diplomatique en Afrique, donc on va d'ailleurs la détailler dans un instant. La Russie, les Chinois, les Européens, les Indiens, tout le monde veut renforcer en ce moment ses contacts sur l'Afrique. Niagale Bagayoko, pourquoi l'Afrique suscite-t-elle en ce moment autant d'engouement, autant d'intérêts internationaux? Alors, je pense qu'il faut, tout d'abord commencer par dire que l'Afrique change son rapport elle-même au monde, hein, et qu'elle est, globalement dans une démarche qui consiste à élargir ses partenariats. Donc il y a aussi des initiatives en provenance du continent africain. L'Afrique n'est pas uniquement l'appât, d'intérêts, étrangers. Je pense que c'est très important de le dire. Absolument. D'autre part, on s'aperçoit qu'aujourd'hui éclatent au grand jour des relations qui ont été tissées tout au long des 10 dernières ou 20 dernières années. On s'est très très peu intéressé aux relations extra-occidentales d'une manière générale et en réalité de très nombreux partenariats, échanges ont été forgés, bien entendu avec les acteurs dont vous parlez. Ça veut dire que Mais la Chine est là depuis très longtemps, la Chine est là depuis très longtemps. les Turcs aussi, les Les- Russes aussi. Bien entendu. Ah Alors, bon? les Russes, c'est un retour dans la mesure où ils ont été extrêmement présents dans la phase post-indépendante, Mhm. dans le cadre de la guerre froide. Mais à la faveur de la chute du mur de Berlin, il y a eu une rétraction de leur présence. En revanche, vous parliez de l'Inde. L'Inde est très présente depuis des années dans l'industrie du médicament, par exemple. Ce sont des relations très anciennes. Les Le Turcs aussi, il y a longtemps qu'ils sont là. Les Turcs dans toutes les infrastructures depuis une dizaine d'années. C'est une des principales orientations de la diplomatie d'Erdogan, de relancer les relations avec le continent africain. On parle très peu du Maroc, mais on parle beaucoup du désamour actuel entre le Maroc et la France. Il faut savoir qu'à l'inverse, le roi Mohamed VI a développé les relations avec l'Afrique. Donc c'est un mouvement très général. Sonia Le Gourielec, quel type de partenariat l'Afrique signe-t-elle avec ces pays, Chine, Russe ou Inde ou Turquie? Alors, ça dépend à la fois de tous ces pays et ça dépend aussi de tous les pays d'Afrique dont on parle. Est-ce que c'est de l'armement principalement? Non, pas nécessairement. Alors, on a coutume souvent de dire les Afriques, justement, pour montrer qu'il y a vraiment des différences entre les différentes régions, les différents pays. Alors, ça peut être effectivement pour les Russes, ce qu'on appelle parfois la diplomatie de la Kalachnikov, où ça va être vraiment sur les aspects militaires et les sécuritaires. Comme l'a dit Niagale Bagayoko, la Turquie, moi, je les ai vus arriver en Somalie en 2010, en disant on est les premiers à remettre le pied en Somalie, alors qu'aucune autre diplomatie occidentale n'était sur place. Donc c'est plutôt sur des aspects humanitaires, reconstruction post-conflit. Donc ça fait quand même un petit moment. Et la Chine, on les a vus arriver depuis quand même très longtemps. Enfin, c'est vrai que 20 ans. oui, pour nous, il y a comme un réveil général des opinions publiques occidentales, mais que ça fait longtemps que les germes sont déjà Installés, là. quoi, Oui, sont oui. là. Mhm. Et alors, effectivement, avec ce qui s'est passé en Ukraine, avec cette question de la crise de l'accès à l'énergie, les Européens se réveillent et découvrent qu'il se passe des choses en Afrique. Mais l'opération Barkhane, ça fait 10 ans. Je crois que c'est même plus long que la guerre en Algérie. Et on en parle très peu dans notre espace public. Alors du coup, justement, je rebondis. Quelle est la place de la France aujourd'hui en Afrique? De manière vraiment générale, là toujours pour commencer, pour tenter de mieux poser le sujet, on a l'impression que la France disparaît de plus en plus. Alors est-ce que c'est une volonté de sa part? Est-ce qu'elle est de plus en plus poussée dehors? Je vous pose la question, Niagale Bagayoko. Bagayoko. Pardonnez-moi. Ne vous inquiétez pas. Poussée dehors ou pas, la France? Oui, absolument. Aujourd'hui, il est très difficile de nier cet état de fait qui force au constat selon lequel il y a un véritable désamour, un véritable rejet, dans d'autres cas, selon les zones, entre l'Afrique et la France. C'est pas que le Sahel.
Non, ça a germé au Sahel. On peut même dire que ça a germé en République centrafricaine, en réalité. On en parle moins, mais ça a commencé en République centrafricaine. Ça s'est étendu au Sahel, mais aujourd'hui, c'est un mouvement qui est très profondément, de plus en plus profondément ancré en Afrique de l'Ouest. Et on le constate aussi dans certains pays anglophones, ce qui est préoccupant, véritablement. Lesquels, par exemple, vous les avez En en Afrique tête? du Sud, il y a eu des manifestations anti-françaises, donc on est quand même loin de la zone privilégiée d'influence de la France. Il y a aussi certaines problématiques. On parle beaucoup du franc CFA, de la réforme qui a été annoncée par le président Macron avec Alassane Ouattara. Il faut savoir que ça a été extrêmement mal vécu par les anglophones ouest-africains qui estiment que c'est une réforme. Ingérence. Ah oui. Ah non, Pardon, qui est pardon. une réforme qui avait été initiée par les Ouest-Africains entre eux sous la houlette des anglophones, qui est reprise à son compte par la France, ce qui est là aussi très très mal perçu. Donc il n'y a pas que les reproches faits à l'opération Barkhane, qui sont évidemment le germe de tout, mais on s'aperçoit aussi que ce qu'on reproche beaucoup à la France, c'est d'une part son arrogance et d'autre part sa politique de double standard. Il est aujourd'hui incompréhensible aux yeux des opinions africaines de voir que il y a cette inflexibilité vis-à-vis de la junte malienne et qu'à l'inverse, on reçoit le président actuel du Tchad, qui est le fils du président défunt Idriss Déby, qui est à la tête d'une junte militaire qui a accédé au pouvoir de manière inconstitutionnelle, et que la prochaine tournée du président Macron inclut le Gabon du fils d'Omar Bongo, Ali Bongo, et le Congo de Denis Sassou Nguesso, qui sont des dictatures. Et si la France n'est plus en odeur de sainteté dans ces pays, Sonia Le Gouriellec, la Russie donc en profite pour aller occuper le terrain. Je le disais, une forte activité diplomatique du ministre russe des Affaires étrangères. Vous parliez de la Centrafrique justement. Sergueï Lavrov explique que c'est pour combattre la menace terroriste que ces milices Wagner sont sur place. Est-ce que l'on sait combien de paramilitaires et quelle est leur mission précise? À qui je pose la question? Peut-être plutôt à vous, Niagale Bagayoko? Alors, cette société de sécurité privée, Wagner, je pense qu'il est important de la qualifier au-delà du terme de milicien ou de mercenaire, Comment parce vous la qu'en réalité, qualifiez? comme Les une société États-Unis de sécurité militaire privée, dans la mesure où elle ne déploie pas uniquement des effectifs combattants. Les États-Unis parlent d'une organisation terroriste, carrément, Oui. pour l'opération Wagner. Alors, les c'est milices l'Union Wagner. européenne le Parlement européen qui l'a qualifié comme tel. Les États-Unis parlent d'organisation criminelle, en réalité. Ce qui me paraît plus approprié, d'ailleurs, parce qu'utiliser le terme de terrorisme pour tous les acteurs, ça crée quand même des confusions qui rendent difficile la lutte contre les uns et les autres. Mais donc, pour ce qui est de Wagner, j'indiquais que elle recourt aussi à des techniques qui n'ont rien de militaire. Son rôle dans la sphère médiatique, son rôle également dans la pénétration des organisations de la société civile est à mon avis beaucoup plus efficace que sa présence militaire sur le terrain. Vous demandiez combien d'effectifs. On les évalue au Mali entre 1500 et 2000 et on voit très bien qu'il n'y a aucune différence opérationnelle sur le terrain. Au contraire, la situation continue encore à se dégrader, comme elle s'est dégradée après ou dans le cadre de l'intervention de tous les acteurs internationaux. Ils font quoi? Ils sont essentiellement présents dans le centre du Mali. Ils ont choisi les autorités maliennes leur ont demandé de se déployer dans le centre du Mali où ils luttent essentiellement contre les groupes affiliés à Al-Qaïda. En revanche, ils sont pour l'instant très peu présents dans la zone où l'État islamique est extrêmement actif et extrêmement violent et on les accuse, notamment les combattants du groupe Wagner, de s'allier aux milices pour le coup locales pour se livrer à des vols de bétail et à des exactions. Alors, on parle de guerre informationnelle aussi, dans ce qui se passe avec effectivement le groupe Wagner. Quelle est la réalité de cette guerre informationnelle que la Russie est en train de livrer et à laquelle la France est en train vraiment de vouloir contre-attaquer?
Quel est son niveau de gravité, en fait? On a envie de savoir ça. Elle est extrêmement intense. Là, pour le coup, je pense qu'effectivement, il y a une grande efficacité à la différence du terrain strictement militaire. Il faut aussi se rendre compte que l'on se focalise sur Wagner, mais Mmh. que des réseaux totalement officiels comme Russia TV ou Sputnik sont extrêmement présents, ont de plus en plus d'audience aussi sur le continent. Et que surtout, il y a réactivation de techniques de propagande anti-impérialiste qui existaient déjà du temps de la guerre froide. C'est là qu'il est aussi important de se rapporter à l'histoire parce que on voit aussi que les réseaux humains qui ont été tissés à cette époque, avec notamment un grand nombre de russophones, par exemple au Mali, qui sont des relais très efficaces aujourd'hui. Donc oui, elle existe. La difficulté, à mon avis, pour la France aujourd'hui, C'est c'est que la Russie a finalement très peu besoin de s'exprimer elle-même. On l'entend rarement. Il y a quelques déclarations sibyllines, assassines de Lavrov ou de Poutine. Mais la Russie parvient aujourd'hui à faire porter ses propres drapeaux par les opinions et par les rues africaines. Pourquoi la Russie réussit à convaincre à ce point-là? Alors, il y a bien sûr de la rémunération de certains groupes, mais il y a aujourd'hui en Afrique un mouvement qu'on appelle néo-panafricaniste qui revendique une fierté africaine, qui revendique une souveraineté africaine avec un discours extrêmement patriotique et nationaliste qui rejette violemment la France, mais aussi plus largement l'Occident. Et on se retrouve face au discours normatif de la Russie, qui est extrêmement conservateur, y compris sur le plan des mœurs, et qui répond aux attentes de beaucoup d'Africains. Et donc, du coup, ce rejet dont vous parlez, est-ce qu'il est lisible sur l'ensemble du continent africain, Sonia Le Gourielec? Alors, c'est vrai que alors, on pourrait différencier effectivement les gouvernements et les opinions publiques, comme tu l'as dit. Et on le retrouve également, moi je l'ai vu en Éthiopie, j'étais assez surprise, qui sort de 2 ans de guerre, etc. Et j'étais assez surprise au moment, juste avant l'accord de paix, il y avait des drapeaux russes qui étaient agités dans une manifestation très certainement organisée par le régime. Mais c'était une façon de dire, les Occidentaux, on a le choix en ce moment. On a le Et on choix. fait ce qu'on veut. Et en plus, en dressant le drapeau russe, ils savent qu'on commence à avoir peur et qu'on se dit, oh là là, il ne faut pas que l'Éthiopie tombe dans les mains de la Russie. Et je trouve qu'il y a comme on essaie de comprendre un petit peu de quoi est le symptôme, tout ça, il y a effectivement cette question aussi de l'humiliation qu'on retrouve entre les populations africaines et la Russie. La Russie, au sortir de l'URSS, il y avait ce fort sentiment d'humiliation au début des années 90 qu'on retrouve partagé avec les populations africaines qui disent, en fait, il y a un double standard. De toute façon, les règles internationales, les normes internationales sont fixées par les Occidentaux qui dominent les institutions internationales. Donc, des interventions qui sont légales sur le papier, en Libye, au Kosovo, etc., pour nous, elles ne sont pas légitimes. Et il y a ce reproche souvent de l'hypocrisie et d'être dominé par... Et ça revient beaucoup dans les discours, mais pour le coup en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud... Dans les années 60, déjà, au Mali, l'ancien président Modibo Keïta refusait les aides françaises et il s'était déjà tourné vers l'Afrique. Je voudrais revenir aux États-Unis qui accusent les Russes de venir piller les ressources naturelles africaines. Est-ce que cette possible perspective inquiète les Africains ? La perspective de pillage de pillage par les Russes de leur énergie, de leur manganèse, de leur pétrole, de leur Alors, par diamants. les Russes en général, je ne sais pas, par les acteurs extérieurs en général plutôt, que ce soit les Russes, les Européens, Oui, bien sûr. parce que cette question de l'accès à l'énergie fait que l'Europe se réintéresse au continent, fait qu'on en réinvestit beaucoup d'argent. Donc je pense que c'est ça en général. Qui peut inquiéter, parce que c'est un retour à cet impérialisme. Et c'est vrai que les termes anti-impérialisme reviennent beaucoup, et les Russes savent très bien en jouer au sein des populations africaines. Alors glissons justement sur l'aspect plus économique de la situation. Pourquoi est-ce que la France investit aujourd'hui aussi peu en Afrique? On peut observer que ses parts de marché en 20 ans ont fondu quasiment de la moitié. On a juste envie de poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, Sonia Le Gourielec?
Alors on peut réfléchir ensemble. Il y aurait, Ah, c'est compliqué à ce point-là, il y aurait pardonnez-moi. plusieurs hypothèses. Alors, je ne sais pas si tu en as quelques-unes, mais Mais c'est euh, la faute des entreprises qui n'ont pas envie d'aller sur le continent africain, ou c'est alors la faute c'est- de l'État qui ne sait pas, de l'État français? et puis peut-être quelle Afrique également. Oui. Aussi, bien sûr. Je crois il y a aussi quelle Afrique. Moi, j'ai souvent vu, on essayait de pousser des entreprises à aller à Djibouti ou dans des États où parfois le climat des affaires n'est pas particulièrement serein, donc ça n'attire pas les entreprises. Après, il y a une autre partie du continent africain qui pourrait attirer un peu plus, mais on n'a pas forcément cette culture et les liens avec tous ces autres États en Afrique australe. Mais la en Chine Afrique n'a de pas peur de l'Est, venir investir, l'Inde n'a pas peur de venir investir. On se demande pourquoi la France et les Occidentaux, les Européens, ont peur de venir investir sur le continent africain. Alors, je ne sais pas si Ça c'est une s'explique peur. pas. On n'a pas tout à fait le même poids que la France peut pas jouer dans la même cour que les Chinois. Oui, je vous Lorsque l'accorde. les Qu'il Chinois arrive. sont arrivés en 2013 avec leur nouvelle route de la soie, c'était quand même des milliards. Et c'est plus d'1,5 milliard qui a été investi, promis d'investir à Djibouti pour construire 10 ports. La France pouvait pas suivre la cadence. Vous Donc, vouliez ajouter quelque Quand, chose? quand vous discutez avec les acteurs économiques français, Mhm. beaucoup vous disent aussi que les règles françaises, juridiques et européennes les empêchent aussi d'être aussi présents que les autres acteurs que vous avez cités, puisque en réalité, notamment tout ce qui a trait à la lutte contre la corruption, au respect d'un certain nombre de droits, élément que je trouve très positif de mon point de vue. Mais en tout cas, il y a des exigences normatives et en termes d'éthique et de respect d'un certain nombre de principes et de droits qui sont mises en avant côté européen, qui là encore ne sont pas des barrières pour d'autres acteurs. Donc ça aussi, ça peut expliquer pourquoi il y a cette frilosité, tout simplement parce que la réglementation ne pousse pas Mhm. à des investissements majeurs. Vous voulez ajouter? oui, et on est quand même, il faut que vous ayez en tête que le panorama en ce moment sur le continent africain, c'est quand même un retour des autoritarismes assez fort dans beaucoup d'États. Et c'est difficile, du coup, on se retrouve un pays comme la France, où beaucoup de pays européens, qui ont plutôt un programme de démocratie libérale, se retrouvent face à une contradiction entre à la fois défendre leurs propres intérêts économiques ou autres, et donc discuter avec des États autoritaires, et de l'autre, effectivement, une approche plus éthique et libérale des relations internationales, où il y a des conditionnalités, il y a une éthique, etc. Oui, c'est Et on se intéressant. retrouve, Du coup, on a face à l'impression ça. quand même que la France ne sait pas quelle place, quel Exactement. rôle jouer ces prochaines années. Aujourd'hui, elle est complètement, à mon avis, prise dans un dilemme. C'est-à-dire poursuivre dans la voie de cette diplomatie qui promeut l'état de droit, la démocratie, les droits de l'homme, ou revenir à de la réelle politique comme le font un grand nombre d'autres acteurs internationaux. Et on voit très bien aujourd'hui qu'elle est totalement prise, c'est ce que j'indiquais au début de notre entretien, entre ces deux voies et qu'elle ne parvient pas à faire un choix qui n'est pas facile, il faut bien le reconnaître, Bien sûr. mais qui, en tout cas, lui... et revient finalement de manière négative d'autres États, parce qu'il est très important aussi, on a dressé le panorama des acteurs internationaux, mais les acteurs européens sont très présents aussi, et de manière concurrentielle Lesquels? avec la France. L'Allemagne, notamment, l'Allemagne souligne quand même très volontiers qu'elle a une approche différente de celle de la France. Pardon, il ne reste que 30 secondes. Quand Emmanuel Macron va se rendre en Afrique centrale en début mars pour une tournée de 4 jours à l'occasion du One Forest Summit organisé à Libreville au Gabon, vous l'évoquiez, quel pourrait être son propos pour convaincre plus d'investissements? Est-ce qu'il va venir avec du biscuit, on dit dans le journalisme, avec des projets concrets? Il a essayé de le faire d'ores et déjà cet été en visitant le Cameroun, le Bénin, la Guinée-Bissau, et on ne peut pas dire qu'il ait eu un impact majeur ni qu'il parvienne à convaincre Donc, ça véritablement. sera un coup d'épée dans l'eau à vous entendre. Merci beaucoup d'être Attendons venu. le début du mois de mars Attendons, quand voilà. même. On va attendre évidemment que ça se passe. Niagale Bagayoko, merci beaucoup d'être venu Merci. ce Excusez-moi matin. d'avoir écorché vos noms. Je vous en prie. Et Sonia Merci. Le Gourielec, je renvoie les auditeurs à votre livre dans la collection Que sais-je, Géopolitique de l'Afrique. Merci beaucoup et bonne journée.